ce que faisait l'idée de progrès. L'idée de progrès, c'est l'idée qui consiste à dire le temps, c'est une force historique. Croire au progrès, je vous l'ai expliqué, je crois, c'est accepter de sacrifier du présent personnel au nom d'un futur collectif. Et donc il faut que le futur collectif soit dessiné pour qu'on ait envie de le construire. Parce qu'il ne va pas venir tout seul, il faut le construire. Le progrès n'est pas automatique. Et donc, au lieu d'attendre Godot, ce qui est un peu ce qu'on fait en fait, on attend Godot. On attend Godot. Alors pour les uns, c'est la croissance, pour les autres, c'est ce que chacun veut. Hein. Il y en a qui attendent l'effondrement, il y en a qui attendent la fin du monde en disant c'est cuit. Il y en a qui attendent que le changement climatique se montre vraiment pour commencer d'y croire. Donc chacun attend son petit Godot à lui, ce qui induit une forme de passivité que chacun peut observer. Mais plutôt que de faire ça, on devrait plutôt faire le pari que l'an 2050 finira bien par atterrir dans le présent, et tentons de construire entre lui et nous une filiation à la fois intellectuelle et affective. Autrement dit, comment construire 2050 pour que nous aimions vivre en 2050 ? Comme une question bête, basique, qui suppose qu'en son amont, nous nous posions collectivement, parce que ça ne peut pas être une affaire individuelle. Collectivement, on doit se poser les bonnes questions. Où sont les véritables déterminismes ? C'est-à-dire, quelles sont les choses qui sont fixées par, disons, les lois physiques ? Déjà, sur le climat, il y a beaucoup de choses qui sont fixées. Les équations du climat, on les connaît. La théorie du climat, on la connaît. Ce qu'on ne sait pas, c'est comment l'humanité va réagir dans les prochaines décennies aux annonces qui lui sont faites qu'il y a un changement climatique. Mais en gros, l'évolution, si on connaît l'activité humaine, elle est connue. Donc il y a des choses auxquelles nous ne pourrons pas échapper et qui sont donc de véritables déterminismes. Autre question, quelles seront les conséquences de nos erreurs, de nos caprices et de nos aveuglements ? Y a-t-il des marges de manœuvre ? Et pour qui ? Qui a des marges de manœuvre ? Quand je parle de nos aveuglements, ça c'est un peu une névrose personnelle, mais moi j'ai été quand même très traumatisé par la fausse querelle en 2009-2008 lancée par les climato-sceptiques, qui montre que nous sommes capables de développer ou bien d'accepter toutes sortes de stratagèmes intellectuels nous permettant de ne pas croire ce que nous savons. Nous le savons, mais nous trouvons des moyens un peu pervers de ne pas y croire. Quand je disais tout à l'heure, faire de la science, c'est penser contre son cerveau, phrase de Bachelard, c'était pour dire que vous ne pouvez pas critiquer un énoncé scientifique en invoquant votre bon sens. Parce que le bon sens, il est ridiculisé depuis le début. Ça ne marche pas. Et donc quand vous entendez des gens qui développent une rhétorique qui relève de ce que j'appelle moi le populisme scientifique, comme par exemple de dire les climatologues sont des imposteurs parce qu'ils prétendent prédire le climat sur un siècle, alors qu'on ne peut pas prédire la météo de la lune semaine. C'est du bon sens, ça. C'est éloquent. Donc c'est convaincant. Le problème, c'est que c'est complètement faux. Parce que si c'était vrai, je ne pourrais pas dire qu'au mois d'août, à Paris, il fera plus chaud qu'au mois de janvier. Vous êtes d'accord, madame ? Et il y a eu l'autre jour ce spectacle affligeant. Il faisait assez froid à Paris la semaine dernière. Au mois de mai, il fait froid à Paris. Une télévision titre « Le refroidissement climatique », avec des guillemets. Si je comprends bien, et si je comprends le raisonnement des gens, je ne sais pas s'ils sont ignares ou stupides ou malhonnêtes, mais si je comprends bien leur raisonnement, quand mon compte bancaire est à découvert, je dois immédiatement en déduire que c'est le PIB de la France qui s'est effondré. Voilà, une petite mesure locale pour enseigner sur ce qui se passe globalement.
La température, parce que Paris, c'est le centre du monde. Hein. C'est pas simplement le centre de la France ou la capitale de la France, c'est le centre de l'univers. Et c'est la température à Paris, un jour de mai, qui dit ce qu'il en est des effets de l'activité humaine sur le climat. Il y a quand même beaucoup de gens qui croient à ça. D'accord ? Donc voilà, il y a des aveuglements, il y a des erreurs, et on risque d'en payer un certain prix. D'accord ? Alors maintenant, et ça sera ma conclusion, et j'espère qu'on pourra entamer une discussion ensemble à ce propos, c'est, quand je dis des choses comme ça a l'air facile. On dit, ben voilà, on pose les bonnes questions, on fait venir des experts, on recueille l'avis collectif, on en fait une synthèse, et à l'issue de ce grand débat, on sait ce qu'il faut faire. En fait, c'est pas simple, parce que il y a un fait qui ne nous aide guère à faire l'effort d'y répondre. Je crois que je vous en ai déjà parlé, je ne sais plus à quelle conférence, mais ce fait, c'est que le mot progrès a disparu des discours publics. On ne parle plus de progrès, on parle d'innovation. Et on pourrait se dire que ce remplacement n'a rien changé, au motif que ces deux mots sont liés et en un sens presque synonymes. Innovation, progrès, c'est pareil. Et donc on pourrait se dire on a fait une permutation de vocabulaire, mais l'idée générale est restée la même. Mais à l'examen, je résume ce que je vous avais expliqué, en fait on s'aperçoit que nos discours sur l'innovation se détournent radicalement de la rhétorique du progrès. Comme si nous ne croyions plus au progrès. L'idée de progrès, c'était une idée, comme le dit Kant, c'était une idée doublement consolante et sacrificielle. Alors, qu'est-ce qu'il veut dire Kant quand il dit ça ? Il dit d'abord qu'en étayant l'espoir d'une amélioration future de nos conditions de vie, en faisant miroiter sur la ligne du temps un monde plus désirable, elle rend l'histoire humainement supportable. Donc vous croyez au progrès, vous savez, vous pensez que vos enfants vivront mieux que vous. Ce qui est une façon de vous consoler des malheurs du présent. Ensuite, elle est consolante, d'où le doublement dont parle Kant, parce qu'elle donne un sens au sacrifice qu'elle impose. C'est-à-dire, au nom d'une certaine idée de l'avenir, le genre humain est sommé de travailler à un progrès dont l'individu ne fera pas lui-même forcément l'expérience, mais dont ses descendants pourraient profiter. Et donc, on accepte de sacrifier du présent personnel au nom d'un futur collectif. Mais pour que ce sacrifice ait un sens, il faut qu'il y ait un futur collectif. Or, c'est ça qui nous manque. Nous n'avons plus un futur collectif qui soit crédible et attractif. Parce que pour se sacrifier, il faut que ce soit crédible et attractif. Le discours de la science qui parlait du futur a longtemps été attractif. Il était crédible, c'est la science, et il était attractif. Et la science aujourd'hui, quand elle parle du futur, d'abord on peut dire qu'elle n'est pas crédible, à cause du relativisme, et puis souvent ce qu'elle dit n'est pas attractif. J'ai donné tout à l'heure des exemples. Et donc, aujourd'hui, quand c'est crédible, c'est pas vraiment désirable, et quand c'est désirable, c'est pas vraiment crédible. D'accord ? Et donc il y a là quelque chose qui nous manque, une sorte de rattachement symbolique au monde et à son avenir qui nous donnerait l'envie de rendre le futur conforme à ce que nous souhaitons. Alors en 2010, c'est une date que j'évoquais tout à l'heure à propos de la Commission européenne, la Commission européenne s'est fixé l'objectif de développer une union de l'innovation en 2020. Alors je vous lis les 5 premières lignes du document de référence. C'est un document de 50 pages que vous trouvez sur le site de la Commission. La compétitivité, l'emploi, le niveau de vie du continent européen dépendent essentiellement de sa capacité à promouvoir l'innovation, qui est également le meilleur moyen dont nous disposions pour résoudre les principaux problèmes auxquels nous sommes confrontés et qui chaque jour se posent de manière plus aiguë, qu'il s'agisse du changement climatique, de la pénurie d'énergie, de la raréfaction des ressources, de la santé ou du vieillissement de la population. Fin de citation.
Donc, il faut innover, non pas du tout pour inventer un autre monde, mais pour empêcher le délitement du monde. C'est l'état critique du présent qui est invoqué, et non pas une certaine configuration du futur, comme si nous n'étions plus capables d'expliciter un dessein commun qui soit crédible et attractif. L'argumentation s'appuie sur l'idée d'un temps corrupteur. On parle des crises là, donc le temps dégrade les situations, et si on ne fait rien, si on n'innove pas, c'est fichu. Et donc l'innovation obéit à une rhétorique conservatrice. Il faut innover pour que ça ne change pas, pour maintenir les choses. Alors que l'idée de progrès s'appuie sur l'idée d'un temps qui est non pas corrupteur, mais constructeur, qui est complice de notre liberté, de notre volonté, etc. Et donc, cette rhétorique de l'innovation me semble contredire la rhétorique de progrès, même si, en apparence, les mots progrès et les mots innovation sont liés l'un à l'autre. Alors, évidemment, je suis conscient du XXe siècle que l'idée de progrès, l'idéologie qui lui est associée, a fait les drames que nous connaissons, qu'il y a une naïveté dans la philosophie des Lumières, que l'embrayage automatique entre le progrès technologique, le progrès scientifique, le progrès social, le progrès matériel, le progrès politique, etc., n'est pas du tout automatique. Je sais que la science est faite complice de la barbarie, nazie ou autre. Je sais que c'est toujours au nom du bien qu'on fait le mal, que Staline et les autres ont procédé à des génocides au nom du bien pour faire advenir un homme nouveau. Donc je connais tout ça. Donc je sais que l'idée de progrès est une idée qu'il faut remanier en tenant compte des leçons de l'histoire. D'ailleurs, il y a un philosophe français que vous connaissez certainement qui s'appelle Georges Canguilhem, qui était un disciple de Bachelard, un confrère de Bachelard plutôt, et qui en 1987 a écrit un article dans la revue de Métaphysique et de Morale. 1987, vous voyez, c'est assez ancien. Il avait déjà senti assez nettement tout ce que je viens de vous dire, même si à l'époque, le mot innovation n'était pas du tout présent dans les discours publics. Mais il raconte l'histoire du mot progrès. Et il dit, dans cet article qu'il intitule « La décadence de l'idée de progrès », en 1987, il écrit « La décadence de l'idée de progrès ». Et il dit ceci: « Il y a eu deux phases différentes dans l'histoire. La première phase, formalisée par des philosophes français au XVIIIe siècle, s'attache à décrire un principe constant de progression potentiellement infini. Son modèle est la linéarité et la stabilité, et son symbole est la lumière. Philosophie des Lumières. La seconde phase apparaît au XIXe siècle lors de l'établissement d'une nouvelle science, la thermodynamique, associée aux phénomènes irréversibles qui font apparaître l'idée d'une dégradation de l'énergie. Un principe d'épuisement est venu remplacer le principe de conservation qui était mis en avant lors de la première phase. Le symbole de cette seconde phase devient la chaleur, d'où l'idée d'une décadence thermodynamique de la notion de progrès. La lumière se dégrade en agitation thermique. Et donc, si on admet qu'il a raison, et si on tire le bilan que j'évoquais à l'instant à propos de l'idéologie du progrès, on peut se demander si croire au progrès, et on a quand même encore le droit de croire au progrès, ne suppose pas en fait de soumettre l'idée de progrès à elle-même, c'est-à-dire de la faire progresser. Au lieu de dire on la liquide, on remplace le mot progrès par le mot innovation, ce qui induit à adopter une conception d'un temps corrupteur. Ben moi, je me vois mal expliquer aux jeunes générations que le temps est corrupteur. Je pense qu'on n'a pas le droit de... On a évidemment l'impératif de ne pas cacher les difficultés et les combats à mener, mais on ne peut pas dire que le temps soit corrupteur. Et donc, il faut faire progresser l'idée de progrès, et donc, peut-être essayer de trouver un nouveau symbole auquel, après la lumière et la chaleur, on puisse
on puisse la faire progresser. D'accord. Voilà ce que je